Salut à tous. Salut à tous. On voulait commencer par remercier Samuel pour son don Paypal. Merci. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, On vous emmène au musée du pétrole de Comodoro Rivadavia. ça correspond un petit peu avec l'intro parce que derrière, on a un bateau qui appartient à YCF. C'est la première fois qu'on voyait ça. C'est la compagnie pétrolière. Et honnêtement, le musée, il est pas mal. Et je pense que vous apprendrez beaucoup de choses dans cette vidéo. Ensuite, petite fabrication de pain avec levain. Fait maison par un voyageur. Les Cheers on Track, vous pouvez aller les suivre sur Instagram. Et son pain, il est vraiment bon. D'ailleurs, on a le temps de les retrouver à Noël pour qu'ils nous fassent du bon pain. Allez, bonne vidéo, ciao. Bonne vidéo, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Ici, c'est la capitale du pétrole d'Argentine. C'est le premier puits. Parce que c'est le premier puits de pétrole argentin, 100% argentin. Et à cette époque-là, les Argentins, ils voulaient pas que les étrangers sachent qu'ils cherchaient du pétrole. Donc ils ont fait croire qu'ils creusaient un puits pour l'eau. Et comme de toute façon ici c'était une zone désertique, il n'y avait rien, pas de ville, ils avaient peu de chances de se faire découvrir. De ce puits, ils ont extrait du pétrole à partir de 1907. Il n'y avait aucune loi sur le pétrole à cette époque-là en Argentine, puisqu'il n'y avait pas de puits argentin. Et grâce à cette extraction de pétrole, ils ont pu faire un décret. Et de ce décret-là découle toute la loi sur le pétrole ici. Ils ont décrété que autour de cette zone-là, dans un rayon de 25 km, personne d'autre que l'Argentine pouvait extraire du pétrole. Évidemment, quand ça s'est su, ce qui s'est passé, c'est que les étrangers sont venus extraire du pétrole tout autour de ces 25 km qui finalement sont maintenant devenus la ville de Comodoro Rivadavia. Il y a encore le puits de pétrole qui est là, qui a été arrêté et fermé, qui faisait 539 mètres et qui a donné du pétrole de bonne qualité. Et dans la ville, il y a partout des puits de pétrole, puisqu'à l'origine c'était une zone d'extraction de pétrole. Il y a partout des puits de pétrole identiques qui maintenant ont été fermés. Alors à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, le pétrole, il transitait dans des canaux creusés à même la terre, puisqu'ils avaient rien. L'espérance de vie des gens ne dépassait pas 45 ans. Et je vous explique rapidement comment se crée le pétrole. Déjà, il faut de l'eau, un lac, la mer, et il faut des micro-organismes. Les micro-organismes meurent, s'accumulent au fond. Alors, les micro-organismes vivants, autant des algues que des petits animaux, ou tous les restes végétaux qui peuvent tomber au fond de l'eau, ça s'accumule dans une couche de sédiments. Ensuite, sur ces premiers sédiments, quand ils sont là, il y a une autre couche de sédiments qui va venir se poser. Et puis au fil du temps géologique, il peut y avoir d'autres couches qui viennent se rajouter par-dessus. Et à un moment donné, la première couche, remplie de ces petits organismes microscopiques, se retrouve en profondeur et commence à chauffer. Pour créer du pétrole, il faut que ça aille idéalement jusqu'à 110 degrés. La roche se transforme. Et cette roche se retrouve avec du pétrole coincé dans les pores. Ça s'appelle la roche-mère. Cette roche-mère, à un moment donné, s'il y a plus de pression au-dessus, plus de roches, ou s'il y a des mouvements sismiques ou autres de la Terre, elle peut se fissurer. Le pétrole sort de ces pores parce qu'ils ne sont pas connectés ensemble. Le pétrole se libère en partie et il a tendance à remonter vers la surface. Il passe, et s'il n'y a rien qui le retient, il peut arriver jusqu'en surface de la Terre et on se retrouve avec des flaques de pétrole à la surface. Mais s'il y a une couche imperméable au-dessus, le pétrole se retrouve coincé et par exemple ici, il se libère de la roche-mère principale et par exemple, il va s'accumuler dans la couche au-dessus. Ils appellent ça la roche réservoir et ça forme une espèce de réservoir de pétrole, d'huile qui reste bloqué sous une couche qui est imperméable au-dessus et qui ne pourra jamais sortir. On voit ça ici. La roche-mère là avec les micropores remplis de pétrole mais qui ne sont pas connectés, donc on ne peut pas les pomper. Et juste au-dessus, une roche poreuse où le pétrole, avec la pression, a fini par remonter et s'est accumulé, bloqué ici par la couche blanche,
qui est une couche imperméable. Et en fait, les forages pétroliers, ils viennent essayer d'aspirer le pétrole dans la couche imperméable où le pétrole est plus ou moins libre entre les pores de la roche qui est perméable. Ici, par exemple, vous voyez, cette roche noire, c'est de la roche mère. Ici, on a la roche qui est au-dessus, imperméable, bien au-dessus. Et entre les deux, par exemple, bon, ça se voit pas trop, hein, on a une roche plus perméable. Et là va venir s'accumuler l'huile qui, à force de pression et tout ça, a fini par se libérer de la roche mère. Le pétrole vient jamais tout seul. Il est accompagné avec de l'eau et avec du gaz. Et évidemment, il y a la couche de pétrole qui, elle, c'est comme de l'huile, en fait, elle flotte à la surface de l'eau. Et là, on voit un puits de pétrole avec une pompe. Mais avant ça, pour savoir où trouver du pétrole, à l'époque, ils utilisaient des explosifs. Ils dynamitaient le sol et ils mesuraient avec un sismographe. Le sismographe, c'est ce qu'on utilise pour mesurer l'intensité des séismes. Et ils récupéraient un papier où on voyait une série d'ondes comme ça. Les spécialistes le lisaient et disaient s'il y avait une possibilité ou non d'avoir du pétrole. À l'heure actuelle, c'est exactement le même processus, mais pour ça on utilise des camions qui envoient des vibrations dans le sol et ils placent des capteurs ici pour les mesurer. Là, ce sont des exemples de capteurs. Maintenant, quand ça se passe dans la mer, c'est à peu près la même chose. Ils font une explosion qui envoie des ondes et ça vient buter contre le sol. Les ondes remontent et ils ont des capteurs flottants qui mesurent ça. Et ensuite, on se retrouve avec des graphiques comme ça que les spécialistes doivent lire. À l'époque, pour forer, ils utilisaient ce type d'appareil. En fait, on l'enfonce. Une fois qu'il est plein de pierres, de matériel, on le ressort, on le vide et on tape jusqu'à ce que ça descende et on le remonte et on le redescend et on le vide, etc. jusqu'à atteindre la couche. Alors c'était long, ça prenait... Il y a un puits, ils ont mis 10 mois pour arriver jusqu'à la couche qu'ils cherchaient à atteindre. Maintenant, c'est différent. Ils utilisent ce type de matériel. C'est des trépans. En fait, c'est un grand tube avec des roues dentées qui tournent au bout. Là, il y en a de différentes tailles. Et en fait, il y a des trous là-dedans. Et pour pouvoir extraire le matériau, parce que c'est pas le tout de le broyer, ils injectent un liquide avec des produits chimiques qui remonte en fait, il passe le long de la tige et il remonte jusqu'en haut avec le matériel. Et puis après le liquide, ils essayent d'en réutiliser un maximum après une fois remonté en haut. Grâce à ça, ils enlèvent tout le matériau. Et ils commencent d'abord par un gros trépan, puis par un moyen et ils diminuent progressivement en taille jusqu'à arriver en bas pour que le puits ne s'effondre pas sur lui-même. De cette façon-là, ils injectent l'eau dans le tube, l'eau elle ressort, et puis ils cimentent aussi l'extérieur du tube pour ne pas contaminer les sols autour, puisqu'après il va y avoir l'extraction de pétrole qui va se faire par là. Donc la première étape, c'est déjà de faire un trou qui atteint la couche réservoir. Vous voyez, le pétrole qui sort de lui-même, ou il rajoute des pompes pour l'aider. Alors là, on est dans un simulateur. C'est comme si on était dans un trépan dans la partie qui perfore le sol. Comando automático pasa al comando manual. On va se mettre dans le trépan pour perforer le sol. Là, on va descendre sous terre. 3, 2, 1. Descendemos ya. Inyectar fluidos de limpieza y lubricación. On va tenir son calme. Ah, ça vibre et tout, c'est super. Continuamos el viaje. Velocidad de trépano 18, 20 metros hora. Presión y caudal estable. On descend. La perforación ha sido un éxito. Encontramos el petróleo que desde las entrañas de la tierra brotará hacia la superficie. T'arrives à respirer ou pas? Ha sido una simulación de lo que sería en nuestro país. Hay grandes reservas de hidrocarburos y On remonte. allí. Respire. Petróleo, gas atrapado en formaciones artificiales. Muchas gracias por acompañarnos con gran entusiasmo. Alors, on est descendu profond. Hein? C'était chouette? Là, il y a une photo d'époque. Imaginez qu'ils n'avaient vraiment pas les mêmes moyens pour tout faire. En fait, tout se transportait encore à dos de cheval. C'était pas la même chose que maintenant pour extraire du pétrole. Regardez un peu à quoi ressemblait la ville avant.
c'était pas une ville en fait, c'était un énorme camp d'extraction de pétrole avec des pompes un peu de partout. Et puis dans les baraquements qui contenaient les travailleurs, qui contenaient tout pour le stockage. C'est rigolo, on vient de voir comment ils en sont venus à baril et à la mesure de litrage. En fait, ils ont utilisé des fûts de whisky qui faisaient 159 litres. Donc un baril, c'est 159 litres. Avec du pétrole brut, on ne fait pas grand-chose. Il faut le transformer. Qu'est-ce qui se passe dans une raffinerie? Le pétrole brut passe d'abord dans une unité de désalinisation. Ensuite, il le chauffe. Et quand il le réchauffe, tout se transforme en vapeur. Mais il y a des vapeurs plus légères. Donc en haut de la tour, on va retrouver le gaz, l'essence, le charbon, le kérosène, le gasoil, puis viennent les huiles et enfin le goudron. Et tout ça, ça se sépare en fait à l'état de gaz. Et ensuite, ils utilisent des plateaux de fractionnement apparemment pour récupérer les particules gazeuses et les retransformer en particules liquides qui viennent stocker dans des grands réservoirs. Ici, ça illustre le transport de pétrole depuis les puits vers la raffinerie, soit par tuyau, soit ici par camion, et ensuite de la raffinerie en camion vers les stations-service. Et quand c'est en mer, ils utilisent des bateaux pour ramener ça jusqu'à la côte et ensuite en camion jusqu'à la raffinerie. Et là, on voit la flotte de bateaux de YPF pour le pétrole. Tu mets du parfum? Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez du pétrole à la pompe? Ça a changé les pompes en quelques années. Les pompes, elles vont pomper dans des cuves souterraines qui sont remplies par des camions qui viennent livrer les stations-service. Et de là, vous pouvez faire le plein. C'est fou, mais le pétrole a été utilisé au travers des époques puisque les Égyptiens les utilisaient sur les momies. Après, ça a été utilisé pour coller les briques il y a 4000 ans. Il y a 900 ans, ils les utilisaient plus ou moins en produit médicinal. Et ça fait vraiment très peu de temps finalement que ça a commencé à être utilisé comme source d'énergie. Et ce qui est fou, ce que beaucoup ne se rendent pas compte, c'est que le pétrole, en fait, c'est pas seulement à la station-service, c'est utilisé vraiment pour tout dans notre vie courante. Tout ce que vous voyez au mur, là, tout ce qui est à base de plastique, des perles, même jusqu'aux cachets, aux emballages de cachets, aux cartes bancaires, DVD, tout ça, c'est issu du pétrole. Même les jeux pour enfants. Et regardez un peu à quoi ça ressemblait un puits à l'époque. La tour, elle est en bois. Ils avaient un système de treuil qui leur permettait de faire fonctionner tout ça. Le puits numéro 2 de Chubut, la perforation en mars 1907. Et ils ont découvert du pétrole en décembre 1907 à 535 mètres. Il a fallu 10 mois pour faire la perforation et que le puits soit prêt. C'est la cheminée à vapeur qui a été utilisée sur le puits numéro 2. La cheminée à vapeur servait à alimenter les pompes. Là, on voit une partie des équipements de perforation qui ont été utilisés dans le puits. Et voilà à quoi ressemble une ville pétrolifère au début, puisqu'il n'y avait que le personnel qui vivait là avec leur famille. Ici, c'est le puits numéro 4. À un moment donné, ils ont remplacé les chevaux par des trains. Il y a des drôles de passagers, dis donc. Avec des moteurs américains Caterpillar. Et là, un bateau à moteur qui transportait le pétrole. Une ancienne grue. Ça, c'est utilisé quand il y a des incendies pour fermer le puits en fait, qui a été utilisé sur le puits numéro 10. Quand un puits prend feu, ils utilisent du coup ce bouchon rouge pour le fermer. Là, on est sur un camion qui servait à l'exploration. Il faisait un trou dans le sol, mettait des explosifs pour voir le retour d'onde, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, on est sur un vieux système d'extraction avec un seul moteur
Ils faisaient fonctionner plusieurs puits avec des systèmes de levier en fait qui les faisaient fonctionner en même temps. Ça servait à transporter les systèmes de perforation. Ça c'est pour mettre droit l'équipement de perforation. En fait, c'était pour le caler. C'est des espèces de crics. Ça aussi c'était pour transporter les équipements de perforation. Et ça c'est une pompe. Et il y avait parfois aussi la chance que le pétrole sorte tout seul. Dans ce cas-là, mettez en place d'autres systèmes sans pompe. Et regardez, et ça c'est de l'arbre pétrifié. On dirait pas, mais en réalité, c'est plus du bois, c'est devenu un caillou. Ça se voit mieux là. C'est de la pierre. Ça se voit un peu mieux là. Ça aussi c'est un bout d'arbre pétrifié. Allez voilà, on sort de la visite du musée du pétrole. Franchement c'était super sympa à faire. On va se trouver une petite place pour la nuit parce qu'il est déjà il est 6h20. Et on est avec les Cheers on Tracks. Et les Félinfiles, eux, sont partis vers l'ouest en direction de la route 40. Je vous emmène chez nos voisins, les Cheers on Track. Et le papa Romain est en train de préparer du pain maison. Et bah, on va aller voir la recette ensemble. Dans toutes les étapes pour faire le pain, là on en est à l'étape où on va faire le mélange de farine et d'eau. J'ai préparé mon levain, il est là. Il est sur la batterie, donc ils sont un petit peu au chaud. Là il commence à buller là. Donc là il est prêt à être utilisé. Pour un bon boulanger qui regarde la vidéo, il dirait ouais mais il n'a pas fait l'autolyse. L'autolyse c'est on mélange l'eau et la farine au moins 1 heure avant pour qu'il y ait une petite réaction chimique. Bon là c'est juste que la soirée s'est pas passée comme prévu. On a des bonnes farines là en Argentine, c'est plutôt cool. J'ai fait un 50 farine complète et farine blanche avec l'eau, le levain, un peu de sel. Le levain, il est fait avec de la farine et de l'eau à la base. Hein. J'ai un levain chef au frigo. Je prépare mon levain à l'avance, 4 heures avant. Donc il y a 4 heures, j'ai fait mon petit mélange. C'est pour ça que là, il est prêt à être utilisé. Et si je loupe le coche et que j'attends les 1 heure de l'autolyse, eh ben, le levain il sera redescendu et le train sera passé. Ça sera trop tard. Voilà. Donc c'est 4 heures. Donc je prends la part du levain chef qui est au frigo, que je lui redonne à manger avec de la farine et de l'eau, 50-50. Et ben 4 heures après, le levain il bulle et il est prêt à être utilisé. Si tu n'utilises pas là, c'est mort. Bah il redescend comme un soufflé quoi. Après c'est visuel aussi. Hein. Quand tu vois que là il y a des jolies bulles et que ça commence un petit peu à onduler sur le haut là, il faut y aller. Ouais. Évidemment il n'y a pas de robot dans le camion, donc je le fais à la main, voilà, progressivement. Et puis le but du jeu c'est que il y ait une belle boule. Une fois que j'aurai fait mon mélange de farine et d'eau, je rajouterai le levain et le sel. Non, c'est de l'eau à température. Elle n'est pas chlorée. Si tu veux, le chlore est parti. Puisqu'on dit que quand on le fait à la maison, il vaut mieux utiliser de l'eau en bouteille. Parce que l'eau du robinet, elle sort, tu as toujours un petit coup de chlore à la maison. Et le chlore, pour le coup, les levures, elles n'aiment pas du tout. Je n'ai pas pris de cours Mais sur le tas. pain, il est très bon. Ouais, il est pas mal, ouais. Voilà. Là, c'est le 5e pain que je fais. Donc le levain, il commence à s'endurcir un petit peu. Donc au fur et à mesure, ça donne des pains un petit peu plus savoureux, ça monte un peu plus. Après avec le four là, voilà, le four du camion, c'est un four à gaz qui chauffe par le bas et la température a pas l'air de bien se répartir, donc à mi-cuisson je retourne mon pain. Ah c'est du gros sel ? Ouais, je mets du gros sel, ouais. Et ça se dilue. Franchement, on sent pas y a pas de grain quoi. Donc là on termine la farine et l'eau. Voilà. Et là je vais rajouter le levain. Et je vais pas tout prendre parce que on va faire une tentative de pain sans gluten. Alors c'est un faux sans gluten parce que dans le levain il y en a. Donc on va essayer de faire un pain à l'avoine après. Donc j'en garde un petit peu pour faire un petit pain pour voir un petit peu si ça marche. Pour goûter avec des flocons d'avoine qu'on a réduit en poudre en fait. Et après une fois qu'on aura terminé, on va mettre ça dans un petit récipient fermé. Et pas hermétique, et au frigo toute la nuit, et même demain on a un programme un petit peu chargé, donc même demain soir à la même heure là, je le mettrai au four. Ça on va le mettre c'est le récipient qui va aller au frigo toute la nuit. Donc là on enchaîne sur le pain à l'avoine, où je mets 75% d'eau dans mon volume de farine. Hop, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si ça va prendre. Même principe, on va rajouter la fin du levain, hop. Le sel. Et après, des fois, je mets un peu des graines dedans, ou des graines à l'extérieur. Le sel, normalement, pour 500 grammes, tu mets 10 grammes. Ça a l'air beaucoup plus épais, plus compact. Ah ouais, là, c'est sacrément compact, ouais. Alors, j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Tu vois, peut-être qu'avec l'avoine, il faut rajouter un petit peu d'eau. Parce que là, ouais, c'est un peu épais, ouais. Attention, c'est chaud!
Alors, on va faire gaffe de pas se brûler. Hop là. Vous êtes prêts? Waouh. Ok. Bon bah, Là, tu maintenant on demande à goûter. Hein. Voilà, hein. Et là, bim, le petit pâté ENAF avec les cornichons à l'apéro. Ça va le faire. Voilà. Et l'autre pain là, hop là. Le petit pain à l'avoine là, pour ma zouzou. Qu'est-ce que t'en penses, Suzy? Merci. Vas-y, ouvre-le pour voir. Ouvre-le en deux. Ok. Dis-nous ce que t'en penses. Pain sans gluten, hein. C'est bon. Ça marche? Ouais. Ok, ça va. Je veux regoûter. Ouais. Pas pour toi. C'est un peu salé. Je me suis un peu excité sur le sel, je crois. Petit apéro tranquillou, avec un beau pain, du pâté ENAF en plus, c'était même pas une blague. On n'est pas là pour faire des blagues, hein. On est là pour se régaler. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.